Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes concernant la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire du jour, on y va, gros plan aujourd'hui, sur un métier pour le moins méconnu. Pour venir en aide aux enfants qui souffrent de troubles 10, Le Mag reçoit une orthographothérapeute. Alors l'orthographothérapie, oui je me suis mis des difficultés aujourd'hui, ça marche, mais qu'est-ce que c'est et pourquoi y a-t-il si peu de professionnels en France? Élément de réponse dans un instant. L'école a un véritable calvaire, un cauchemar pour ceux qui souffrent de ces troubles, en situation d'échec scolaire, parfois victimes de dépression. Il y a ces enfants déboussolés et bon nombre de parents totalement désemparés. Comment peut-on leur venir en aide aujourd'hui? Élément de réponse là aussi dans cette émission. Puis dans cette émission, il y a la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, justement, je vous parle de l'APDIS Basse-Normandie qui vient en aide aux parents d'enfants dyslexiques. Et on en a bien besoin. On y va. Bonjour, Céline Sauvageau. Bonjour. On est j'en rajoute un très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de School TV Le Mag. Vous êtes orthographothérapeute, c'est pas si facile à dire que ça, et c'est surtout très intéressant. Est-ce que vous pouvez vous présenter exactement, c'est bien pour l'articulation, en quelques mots vous présenter, car vous êtes une ancienne de l'éducation nationale, si je me souviens bien. Oui, voilà, je m'appelle Céline Sauvageau, j'ai été enseignante instite à l'éducation nationale, professeure des écoles. J'ai développé... En fait, moi, je me suis rendu compte que les élèves avaient beaucoup de difficultés sur l'apprentissage de la lecture, même les grands, hein, CM1, jusqu'au CM1, CM2. Et puis, du coup, j'ai essayé de trouver des solutions et j'ai développé sur une dizaine d'années une méthode pour apprendre à lire et à écrire, surtout. Et qui a très bien fonctionné. J'ai essayé de la développer dans l'éducation nationale. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on m'a mis des bâtons dans les roues. Et du coup, j'ai démissionné, puis j'ai continué à développer tout ça parce que ça sauve des enfants et voilà, c'est un peu une mission de vie pour moi. Et vous avez beaucoup de demandes, si j'ai bien compris. Vous n'avez pas démissionné, mais 2 fois de l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, parce qu'avant, j'étais prof de sport, professeur de PS, et pendant 10 ans environ. Et puis, j'ai démissionné parce que ce qui me manquait, c'était de faire du lien entre les différentes disciplines. Du coup, le métier de prof des écoles me semblait carrément plus indiqué. Et puis, j'ai démissionné aussi. Et je regrette pas parce que aujourd'hui, je peux faire ce que je veux, comme je le veux. Et puis, je peux développer quelque chose qui fonctionne. Donc ça fait plaisir. Et vous avez lancé votre entreprise, si je puis dire, en pleine période Covid, comme bon nombre, effectivement, d'autres enseignants. Eh bien, vous en avez appris. Vous vous considérez encore comme enseignante aujourd'hui? Oui. Oui, je me considère comme enseignante dans un autre contexte. Mais en tout cas, j'aide des enfants à mieux apprendre et c'est le métier d'enseignant. Alors, c'est quoi un orthographo-thérapeute? Parce qu'on connaît les graphothérapeutes, on connaît ces autres métiers, mais j'ai l'impression que vous faites le lien entre tous ces métiers. Exactement, en fait, le travail, il est fait globalement sur l'apprentissage du langage écrit. Donc, ça va passer par l'écriture, le geste graphique, par l'orthographe lexicale, l'orthographe grammaticale, et puis bien sûr la lecture. Et tout est lié, en fait. Tout est lié en fait. Et alors du coup, en quoi consiste votre technique et comment vous l'avez découverte et vous vous êtes formé où? Alors, je l'ai découverte par le biais d'une association qui s'appelle Une éducation pour demain. Et puis ensuite, par le biais d'un monsieur, un ancien instituteur, qui s'appelle Jacques Delacour, qui a développé la méthode écrit-lu. Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec lui, j'ai beaucoup testé dans mes classes pour faire évoluer le travail, pour le comprendre. Ça m'a demandé énormément de temps. Mais ça a tellement bien marché avec les enfants que c'est devenu une passion de vie, une mission de vie. Et du coup, le grand principe, c'est que en français, c'est impossible d'apprendre à lire à un enfant avec les méthodes syllabiques comme on leur apprend, parce qu'en fait, les voyelles, pour faire rapide, le français n'est pas une langue facile, n'est pas une langue transparente.
Et du coup, ça pose problème à beaucoup d'enfants. Donc nous, on leur apprend pas à lire, on leur apprend en repassant par l'orthographe. On leur apprend à bien orthographier. Et après, quand on sait orthographier un mot, c'est bien le lire. Exemple, si on leur apprend que la lettre F fait le son F et que la lettre E fait le son E, quand ils vont être devant le mot femme, ben, ils vont être coincés. Et ça, c'est vrai pour plein de mots en français. Vous avez vu, avec cette technique, avec cette méthode, des résultats rapides, et j'imagine que ça doit aussi motiver les élèves qui doivent se dire « Oh, on peut nous aussi y arriver ?» On va vous mettre des images de avant-après qu'on a retrouvées sur votre site internet. Oui, exactement. Ça, c'est pour l'écriture. Donc, en 4 séances, on arrive à obtenir des résultats comme ça. Bien entendu, au-delà du fait de réussir, d'avoir une belle écriture, c'est le fait de réussir qui est important, de montrer à ces enfants qu'ils sont capables comme les autres et de leur redonner confiance. Et il y a des enfants qui, du coup, progressent même en mathématiques parce que ça leur a redonné confiance en eux et ça se propage dans les autres disciplines, dans les autres matières, dans même d'autres domaines de leur vie. Donc ça, c'est génial. Pour l'apprentissage de la lecture, on travaille avec ce tableau-là qui est derrière moi. Et ce qui est chouette aussi dans notre métier, c'est on travaille avec les parents. Donc on met les parents dans la boucle et on forme autant les parents que les enfants à notre méthode. Et comme ça, ils peuvent retravailler avec ces outils-là à la maison. Et du coup, c'est beaucoup plus efficace et ça demande pas beaucoup finalement de séances avec nous et on les autonomise et les parents peuvent aider leurs enfants et vraiment tout le monde est satisfait et tout le monde participe au progrès de l'enfant. Céline, l'orthographothérapie et l'orthophonie, c'est complémentaire? Oui, ça peut être complémentaire. Moi, je sais pas trop, je peux pas trop parler sur l'orthophonie parce que je l'ai pas été, c'est pas mon métier. Mais en tout cas, on travaille dans le même sens, c'est-à-dire qu'on travaille à aider les enfants à réussir dans le domaine du langage écrit. Alors, les orthophonistes ont bien d'autres compétences, notamment sur tout le travail orthophonique de l'appareil phonatoire que nous, on fait pas. Nous, on est vraiment focalisé sur le langage écrit. Très concrètement, vous pouvez aider des élèves qui souffrent de quels troubles 10? Alors en fait, nous, on aide les enfants qui ont des difficultés scolaires. Après, le fait qu'ils soient considérés comme dyslexiques, ça, c'est pas nous qui posons les diagnostics. Il s'avère qu'il y a des enfants qui ont été diagnostiqués dyslexiques et qui viennent dans nos cabinets. Mais en fait, ce qui marche pour un enfant dyslexique, ça marche pour un enfant en difficulté scolaire, ça marche pour tous les enfants qui ont des difficultés dans le langage écrit, qu'ils soient dyslexiques, dysorthographiques ou pas. Enfin, ça après, c'est une question de diagnostic et puis de bilan orthophonique. À la limite, ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, c'est le travail qu'on fait avec les enfants et le fait que ça fonctionne et que ça les aide. Pourquoi d'ailleurs dites-vous qu'ils sont soi-disant dyslexiques? Alors, je dis soi-disant dyslexique parce qu'en fait, la recherche scientifique le montre, on ne sait pas différencier un enfant qui est en difficulté scolaire d'un enfant qui est dyslexique. C'est une sorte de continuum de difficultés et puis on ne sait pas définir à quel moment l'enfant est dyslexique ou en difficulté scolaire. Donc, moi, je dis que je les considère comme soi-disant dyslexiques parce que de toute façon, on peut les faire progresser. Et souvent, la définition de la dyslexie, c'est qu'on naît et on meurt dyslexique, puisque c'est un problème qu'il y a dans le cerveau. Et du coup, nous, on constate que quel que soit le problème, quelle que soit l'étiquette de l'enfant, de toute façon, il progresse. Et Céline, l'accompagnement d'un enfant, ça dure combien de temps en moyenne? Alors, ça dépend. Pour la grapho, pour le geste graphique, ça va être en moyenne 4 ou 5 séances. Pour la lecture, eh bien, en 2 séances, on arrive à expliquer aux parents et à l'enfant comment fonctionne l'outil et après, lui repart avec cet outil-là et le fait fonctionner à la maison. Donc en 2 séances, ils sont autonomisés. Et puis pour la grammaire, c'est un peu plus long. Il faut compter 5-6 séances pour revoir tout le programme de l'école primaire en grammaire et conjugaison.
Donc voilà, ça dépend des problématiques des enfants, mais nous, notre objectif, c'est que ce soit court et c'est vraiment de transmettre aux parents pour que la pratique, elle puisse se faire à la maison. Attendez, je suis un peu choqué, Céline. Entre 2 et voire 6 séances pour changer la vie et toute la scolarité de tous ces enfants, on parle de... On peut même pas les chiffrer tellement il y en a, et il y en a de plus en plus, parce qu'avec Alix, on fait bon nombre d'émissions sur tous ces sujets. Vous dites qu'entre 2 à 6 séances, ça peut effectivement changer, faire basculer la vie de tous ces enfants qui sont, pour la plupart, en échec scolaire, qui même parfois ont des dépressions. Ça peut véritablement changer leur vie en l'espace de quelques heures? Oui. Oui, je peux vous dire que j'en vois pleurer des parents et des enfants dans mon cabinet. D'ailleurs, ça me fait pleurer aussi. En fait, ils n'y arrivent pas. C'est pas parce qu'ils ont un problème, c'est parce qu'ils sont pas adaptés à la méthode qu'on leur a proposée à l'école. Nous, en leur proposant une autre méthode, ils y arrivent. Ça débloque vraiment les choses. Et le fait de le pratiquer à la maison, attention, faut le pratiquer à la maison. Hein. C'est pas magique. C'est très efficace, c'est très puissant, mais c'est pas magique. Il faut que les enfants l'utilisent à la maison, mais s'ils font ça, eh bien, ça marche. On l'a pas précisé, mais vous avez, ça vous l'avez dit, démissionné 2 fois de l'Éducation nationale. Et vous êtes lancé à un moment, je crois qu'il y a un coup de fil qui a changé votre vie. Je crois que c'est une amie à vous ou une maman qui était en détresse et qui savait que vous aviez appris notamment cette technique écrit-lu. Et ensuite, vous avez essayé de retourner à l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à l'époque? En fait, ça s'est fait en plusieurs temps. Quand j'ai démissionné de l'Éducation nationale, effectivement, moi je savais que ça fonctionnait, mais j'avais les enfants toute la journée. Donc, je n'avais même pas pensé à me reconvertir dans ce domaine-là. Pour être honnête, je voulais cultiver des tomates ou de la spiruline. Mais une amie m'a appelée pour aider son enfant et j'y suis allée. Et en 3 séances, elle m'a dit, écoute, c'est bon, ça y est, la petite est remise sur les rails. Donc là, je me suis dit, et elle m'a dit aussi, il y a quelque chose à faire. C'est vrai qu'après, j'ai été convoquée au rectorat pour expliquer ce que je faisais alors que j'avais démissionné et j'ai bien vu que ça n'était pas entendu et puis il n'y a pas eu de suite. Donc voilà, l'Éducation nationale, je laisse tomber. Si un jour ils veulent avoir plus de précision, je serai là pour les aider et pour leur donner leur montrer comment ça fonctionne. Mais moi, mon objectif, c'est d'aider les enfants qui sont en difficulté et dont personne ne s'occupe et qui sont démunis, comme vous le dites. Moi, je vois beaucoup de parents qui pleurent au cabinet et surtout qui pleurent quand ils voient leur enfant réussir et qui sont même surpris parce que même les parents ont intégré que leur enfant avait des problèmes dans leur cerveau, n'était pas comme les autres, était handicapé. Et non, ils sont aussi intelligents que les autres, il n'y a pas de souci. Peut-être même qu'ils étaient trop intelligents pour accepter que BA, ça faisait bas. Vous voyez, BA, ça fait pas bas dans plein de mots. Parce que si derrière le A, il y a un I, il y a un N, il y a un U, et ben ça fait pas bas. Donc, il y a des enfants qui s'en rendent compte de ça et qui bloquent. Et peut-être que c'est pour ça, et peut-être que c'est parce qu'ils sont trop intelligents qu'ils n'y arrivent pas. Et nous, on les remet sur la voie de la réussite grâce à l'orthographe. Et vraiment, ça fait du bien à tout le monde. Et Céline, pour ces enfants, justement, vous pensez quoi de la dictée comme méthode d'apprentissage? Alors, la dictée n'est pas une méthode d'apprentissage, de mon point de vue. C'est quelque chose qui permet d'évaluer l'enfant sur son niveau en orthographe, mais ce n'est pas ça qui lui permet d'apprendre à bien orthographier. D'ailleurs, à l'école, on n'apprend pas à orthographier, on n'apprend pas à apprendre l'orthographe. Alors, les enfants qui sont bons en orthographe, tant mieux pour eux, ils sont validés grâce aux dictées comme étant bons. Et ceux qui ont des difficultés, la dictée ne leur apprend pas à être meilleure et rien ne leur apprend à être meilleur. C'est ça le problème de l'orthographe lexicale à l'école. Céline, est-ce que vous avez été quelque part déboussolée, débordée au vu du succès de cette méthode et des nombreux coups de fil que vous avez reçus? C'est quoi? C'est un bouche à oreille qui a fonctionné à plein pot, si je puis dire?
Oui, c'est ça. En fait, moi, j'avais pas spécialement envie de travailler du matin au soir tous les jours, mais en même temps, quand les parents m'appelaient, je ne pouvais pas leur dire que je pouvais pas aider leur enfant parce que je sais que, enfin, moi, je dis que je sauve les enfants avec ce que je fais, mais du coup, j'ai formé une autre personne sur Dijon, la ville dans laquelle je travaille, et puis après une autre, et puis après je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire si je veux aider beaucoup d'enfants, je dois pas me cantonner à mon petit cabinet, je dois former d'autres personnes pour former d'autres personnes. D'ailleurs, c'est ce que j'avais voulu faire à l'Éducation L'éducation nationale, nationale. là où j'avais passé un concours pour devenir formatrice que j'ai eu, mais à l'Éducation nationale, on m'a enlevé les formations, donc je pouvais pas former. Donc maintenant, je suis bien heureuse de pouvoir former, transmettre et puis démultiplier les possibilités d'aider les enfants. Surtout, le but, c'est de quadriller toute la France et maintenant, je ne fais que ça, je fais que de la formation. À raison de combien d'heures par semaine? Et justement, alors c'est bien, effectivement, vous êtes sur Dijon et c'est super pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais dans quelle mesure les autres départements, les autres régions vont pouvoir avoir des personnes qui sont formées par vous et ça prend combien de temps et est-ce que c'est compliqué? Alors pour l'instant, cette année, je vais former 60 personnes. Et je fais les formations pendant les vacances scolaires, ce qui fait que les enseignants peuvent participer aux formations tout en restant à leur poste de travail. Donc, je me suis adaptée pour que toutes les zones scolaires puissent participer à ces formations. Et puis, bien sûr, c'est ouvert à d'autres professions. Mais bon, force est de constater que, bien entendu, vu le thème, ça intéresse beaucoup d'enseignants. D'ailleurs, des enseignants qui sont très motivés, je le constate, qui ont envie de faire progresser les élèves, et c'est pour ça qu'elles sont en souffrance dans leur métier, c'est parce que elles ne sont pas assez formées, ça je l'ai vécu aussi, et elles se sentent démunies face aux difficultés des enfants qu'elles rencontrent dans leur classe, et puis, c'est vrai qu'elles en ont un peu marre de ce système dans lequel elles évoluent. Et il y en a beaucoup qui ont envie de changer de métier et qui sont intéressés par le métier d'orthographothérapeute. Céline, on a synthétisé avec Aude Quigny en régie écrit-lu une méthode efficace pour les 10, mais est-ce que votre méthode euh, diffère, si je puis dire, de la méthode écrit-lu que vous avez appris à la base? Est-ce que ça diverge un petit peu? Vous l'avez peaufiné, vous l'avez mis à votre sauce? Oui, ben, je l'ai mise un peu à ma sauce. Je l'ai faite évoluer aussi par rapport à mon accent. Parce qu'en Bourgogne, on ne va pas avoir le même tableau qu'en Bretagne, ni que dans le sud, puisqu'on s'adapte à la façon de parler, aux accents régionaux. Donc oui, on adapte un peu, mais le gros principe de base, c'est vraiment que au lieu d'apprendre d'abord à lire à un enfant et après lui apprendre à écrire et à orthographier, à faire des dictées, nous on fait le travail inverse, c'est-à-dire qu'on part de l'encodage orthographique dès le départ. Un enfant, dès le début du CP, il va apprendre que mi, la note de musique, ça s'écrit M-I, et que mi, la mi de pain, ça s'écrit M-I-E. Et dès le début, il va comprendre que c'est l'orthographe qui donne le sens. Ce qui fait que nos enfants, ils n'apprennent pas à déchiffrer, ils n'apprennent pas à sonoriser les mots, ils apprennent à les reconnaître orthographiquement et comme ça, ils accèdent directement au sens. Et Et ça Céline, change tout. est-ce que vous pouvez donner des exemples d'outils que vous transmettez aux parents? Oui, eh bien, je transmets donc cet outil-là qui s'appelle un écritoire. On transmet également un outil pour la grammaire, un tableau également avec lequel les parents repartent. Et puis, pour l'écriture, on transmet pas d'outils vraiment, on transmet tous les conseils, tous les savoirs. Et comme les parents sont présents pendant les séances, pendant qu'on fait les séances, ils écoutent et peuvent réutiliser tout ce qu'on dit, utiliser le même vocabulaire. Et c'est ça qui fait aussi, je pense, la puissance et l'efficacité du travail. C'est qu'on est vraiment une équipe, comme un triangle entre le parent, l'enfant et nous. Et on fait le lien entre tout ça. Et je pense que c'est ça qui fait l'efficacité de la méthode. Céline Sauvageau, vous restez bien évidemment avec nous. C'est l'heure de la loupe et la loupe, c'est avec Alix.
Alix, tu nous parles aujourd'hui de l'APDIS, une association qui vient en aide aux parents d'enfants dyslexiques. Oui, l'APDIS pour Association de parents d'enfants dyslexiques, c'est donné pour mission d'informer les parents d'enfants dys sur les troubles des apprentissages afin de mieux les comprendre et optimiser l'aide apportée. Ces difficultés, on l'a dit, sont souvent rencontrées au moment de la scolarité. Et puis, parmi les actions menées, l'APDIS propose aussi des cafés dys à l'occasion desquels les parents peuvent échanger. On écoute Sylvie Lejas, présidente de l'APDIS Basse-Normandie. L'association APDIS Basse-Normandie s'est créée et existe grâce à un groupe de parents motivés ayant des enfants porteurs de troubles 10. Son rôle, c'est de faire que les parents aient une plus grande connaissance des troubles 10 pour mieux les comprendre et ainsi mieux aider leurs enfants. Notre motivation, c'est de permettre aux parents d'échanger entre eux sur les troubles et souvent sur les difficultés scolaires ou familiales. Les angoisses rencontrées sont écoutées et comprises. Et les craintes sont atténuées par les témoignages positifs, par les astuces, par les connaissances de ceux qui ont maintenant des grands enfants, étudiants ou même parfois dans le monde du travail. Pour cela, nous organisons des rencontres entre parents autour de Café 10. Nous jouons aussi le rôle de médiateur quand la relation s'avère difficile, parfois avec les professeurs. Ou nous organisons des conférences dans les écoles et de plus en plus souvent en entreprise. Nous sommes convaincus que c'est par le partage d'expériences que nous sommes plus forts. L'APDIS intervient dans les classes à travers des plans d'accompagnement personnalisés. Ils peuvent être mis en place à l'initiative de l'enseignant, de la famille, puis validés par le médecin scolaire. À la demande des parents, les membres de l'APDIS sont des médiateurs. Céline, est-ce que vous qui avez été du côté de l'éducation nationale, vous pensez que les médiateurs, c'est un bon recours ? Bien sûr, tout ce qui fait le lien entre les enfants, les enseignants et les familles est quelque chose de très important. Quand l'enfant il sent que tout le monde est soudé autour de lui, bien entendu que ça fonctionne et tout le monde en a besoin. Les enseignants en ont besoin de ne pas se sentir seuls, les parents aussi et l'enfant aussi bien sûr. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Il faut que les parents soient dans la boucle, il faut que les parents soient au courant des méthodes qui fonctionnent, des solutions qui existent. C'est pour ça que nous, chez Capelodis, on prend les parents avec nous dans le cabinet, ils ne restent pas à l'extérieur. Ils font vraiment partie du processus d'évolution de l'enfant. On a bien compris qu'il y a bon nombre de parents qui font appel à vos services aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi le cas de certaines associations ? Non, pour l'instant, on ne travaille pas encore avec les associations. C'est vrai que moi, je ne suis pas très bonne communicante et j'ai eu beaucoup de travail pour développer toutes ces méthodes et puis faire connaître ça dans ma formation. Et j'ai pas encore eu le temps de beaucoup communiquer, mais j'espère vraiment travailler avec des associations, des parents, peut-être même créer moi-même aussi une association. C'est en projet. Enfin voilà, il y a plein de projets, il y a plein de choses à faire. Et en fait, il y a vraiment moi, ce que je veux vraiment, c'est que les parents sachent qu'il y a des solutions pour leurs enfants, qu'ils ne sont pas enfermés dans ce handicap qui est la dyslexie. Parce que pour moi, ça n'est pas un handicap, c'est vraiment quelque chose avec lequel on peut fonctionner et on peut résoudre plein de problèmes. Et il y a beaucoup de solutions. Et moi, j'y crois vraiment et je le vois au quotidien. On sauve des enfants et je veux vraiment que les parents y croient et sachent que ça existe et qu'on peut vraiment travailler efficacement avec leurs enfants. C'est pas définitif. C'est pas quelque chose qui est fermé et ils peuvent réussir à l'école, ils peuvent réussir leur vie. Il n'y a pas de souci. Et justement, comment ça se passe quand les parents vous contactent? Comment vous arrivez, alors pas à les convaincre parce que j'imagine qu'ils ont déjà entendu parler de vos travaux et que ça se fait facilement, mais ils doivent quand même avoir pas mal de questions. Et justement, comment vous faites le lien entre l'orthographe, l'écriture et la lecture?
Eh bien, en fait, les parents, quand ils appellent, c'est qu'ils sont désespérés, comme on l'a dit, hein. Donc, quand ils arrivent, ils sont pas trop au courant de ce qui va se passer. Et au fur et à mesure qu'ils voient la méthode, qu'ils voient le fonctionnement de ce qu'on leur propose, la réaction, souvent, c'est « mais pourquoi on fait pas ça à l'école ?» Alors là, je suis d'accord avec eux, mais moi je leur réponds que j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Et ils sont vraiment contents de pouvoir repartir avec des outils qui fonctionnent. Et souvent eux-mêmes nous disent qu'ils auraient aimé avoir ça quand ils étaient jeunes, parce qu'eux-mêmes ont eu des difficultés pour l'apprentissage de la lecture. Donc en fait, il n'y a pas du tout à les convaincre. En voyant fonctionner leurs enfants et en les voyant réussir, ils sont convaincus. Et c'est pour ça qu'ils en parlent après autour d'eux et que j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de communication, parce que le bouche à oreille, quand ça fonctionne, le bouche à oreille fonctionne et c'est la meilleure des publicités. Et Céline, vous pensez qu'à terme, votre méthode, elle peut donner le goût de la lecture? Bien sûr, puisque je pense que les enfants ont tous le goût de la lecture au départ, et que le fait de ne pas réussir à lire et le fait d'avoir une lecture fastidieuse, fatigante, parce que quand on déchiffre chaque mot l'un après l'autre, c'est épuisant pour l'enfant. Quand on a une lecture comme ça, on ne peut pas aimer lire, c'est impossible. Quand la lecture devient fluide et qu'on comprend ce que l'on lit, parce qu'on est dans une lecture dite orthographique, d'où l'importance de maîtriser l'orthographe pour maîtriser la lecture. Quand on est dans une lecture fluide et qu'on comprend ce qu'on lit, eh bien sûr qu'on aime lire. On comprend ce qu'on lit, on est absorbé par l'histoire et ça devient aussi agréable que de regarder un film. Et là, on peut parler de plaisir. On ne peut pas demander à un enfant de prendre du plaisir lorsqu'il déchiffre et que chaque mot est fastidieux et qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. C'est de la maltraitance de demander à un enfant d'aimer lire. Le plaisir de la lecture, il arrive avec la compétence. Quand on est compétent, qu'on lit de façon fluide, on aime lire. Est-ce que ça peut faire partie de vos formations futures, du coup, parce que je sais que vous peaufinez un petit peu tout ça, c'est-à-dire passer du savoir lire au aimer lire? Ah oui, ça fait partie intégrante. De toute façon, c'est tellement lié que quand on sait bien lire, on aime lire. Donc oui, ça fait partie intégrante. Après, de toute façon, libre aux enfants de lire les livres qu'ils ont envie de lire. Il y a des parents qui me demandent est-ce que c'est bien de lire des mangas. Toute lecture est bonne, hein, du moment que l'enfant prenne plaisir à lire et qu'il y passe du temps, il va progresser, il va évoluer. Et bien sûr qu'il faut qu'il lise ce qu'il a envie de lire, les thèmes qui l'intéressent, les livres qui l'intéressent. Du moment que les enfants lisent, nous, on est contents. Peut-être la question la plus importante de cette émission, Céline, si des parents qui nous écoutent souhaitent aujourd'hui vous contacter, ils font comment? Alors, on a un site internet qui s'appelle Elo10, ELO comme écriture, lecture, orthographe, et 10 DYS comme dyslexie. Ils vont sur le site internet et puis dans rendez-vous, il y a un onglet rendez-vous, ils pourront trouver les praticiens qui sont en ce moment en cabinet sur toute la France, avec bien sûr l'espoir pour nous qu'il y en ait de plus en plus et qu'on puisse aider de plus en plus de parents et d'enfants. Merci pour tout ce que vous faites et merci pour vos témoignages ce matin. Merci beaucoup Céline. Céline Sauvageau. Merci à vous. Orthographo-thérapeute. J'y suis arrivé. C'est d'abord que je le disais aujourd'hui. Merci Alix. On se retrouve bientôt, on fera un point d'étape bien sûr. On aimerait bien avoir des témoignages de parents et d'enfants bien sûr qui ont suivi vos formations et qui peuvent grâce à vous, merci Céline, arriver à lire, écrire et lire. Rien que ça, c'est important. Merci, excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag.